Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous présente le nouveau jeu de David Turkzy, Tawantinsuyu, l'Empire Inca. Je voulais d'abord remercier Pixie Games pour m'avoir fourni une copie presse de Tawantinsuyu. Malheureusement, je devais la recevoir au mois de décembre, mais il y a eu des problèmes avec la poste depuis la France. Donc, je l'ai reçu qu'au début du mois de janvier. Alors, ça m'a pris un petit moment avant de pouvoir le tester et puis apprendre les règles parce qu'il y en a beaucoup. Vous remarquerez que c'est ma plus longue vidéo, on sera environ à 1 heure une fois que j'aurai fini tout le montage. Donc j'espère que la longueur de la vidéo va pas faire peur à certains parce qu'il y a beaucoup de belles choses dans cette boîte que je vais d'ailleurs vous présenter maintenant. Si vous voulez simplement mon avis sur le jeu, assurez-vous d'aller dans la description et d'appuyer sur la section On joue-tu où je vais vous donner mon avis, ma critique du jeu. Pour les autres, on va d'abord commencer par regarder la mise en place de Tawantinsuyu. Ensuite, je vais vous montrer comment jouer et je vais finir par répondre à la question « On joue-tu à ça, Tawantinsuyu ?» Donc la première chose que vous allez faire, c'est placer le plateau comme ceci au centre de la table. Ensuite, vous allez faire une réserve avec les 4 types de ressources. Donc 2 ressources nourriture qu'on va dire patates et maïs. Ensuite, de la pierre ainsi que de l'or. Vous pouvez mettre ça à côté du plateau. Ensuite, vous allez faire 2 pioches, une avec les cartes jaunes qu'on appelle les cartes dieux et une avec les cartes rouges qu'on appelle les cartes armées. Ensuite, vous allez constituer une pioche de tapis. Très important de ne pas les mélanger avec les 4 tapis de départ qui ont un dos beige. Donc ceux-là, on va les utiliser plus tard. Ceux-là, on les met de côté pour le maintenant. Très important de noter que certaines tuiles seront utilisées que si on est 3 joueurs ou plus et d'autres que quand on est 4 joueurs. Donc moi, vu que je mets en place une partie pour 3 joueurs, je vais enlever toutes les 4 et je vais garder les 3. Une fois que j'ai enlevé tous les 4, je vais mélanger toutes ces tuiles-là et on va retourner celle qui est sur le dessus et puis ça va être ça notre pioche. Ensuite, on va placer à côté du plateau de jeu les 6 grandes statues, les 12 petites statues ainsi que le marqueur de festival. Donc, vous pouvez les mettre à côté. On va faire 2 pioches avec les 2 types de bâtiments différents, donc des 2 côtés. On va les mettre face cachée et on va dévoiler face ouverte 2 de chaque type de bâtiment. Ensuite, chaque joueur va choisir une couleur et prendre le prêtre, les 2 gros jetons marqueurs et les 5 escaliers qui vont avec, ainsi que les 11 plus petits marqueurs de conquête. Donc, chaque joueur va les prendre. Ensuite, chaque joueur va venir placer un de ces gros marqueurs sur la première étape de la piste du temple. Et on va mettre notre deuxième gros marqueur sur la case 10 de la piste de points autour. Donc, chaque joueur commence avec 10 points. Ensuite, on va prendre le sac noir ici qui vient dans la boîte de jeu. On va prendre tous les petits meeples de couleur et je vous explique comment on va constituer ce petit sac de meeple/ouvrier. Donc, dans la boîte de Tawantinsuyu, vous allez trouver 10 meeples de chaque couleur, qu'on appelle ici des ouvriers. Sachez que pour jouer à Tawantinsuyu, ça en prend que 9 de chaque couleur. Donc, Pixie Games a décidé de vous en mettre un de plus au cas où vous en perdez, mais assurez-vous de bien en avoir 9 de chaque couleur avant de commencer votre partie. Les 5 en trop, vous pouvez les retourner dans la boîte. Maintenant, si vous jouez à 4 joueurs, vous pouvez garder les 9 ouvriers de chaque couleur en jeu. Par contre, si vous jouez à 2 joueurs, vous allez en enlever un de chaque couleur et les retourner dans la boîte. Et si vous jouez à 3 joueurs, comme c'est le cas dans la partie que je mets en place ici, on va en enlever 2 de chaque couleur. Maintenant, pour la mise en place, vous allez prendre 2 ouvriers de chaque couleur et les mettre dans votre sac. Et vous allez les mélanger un coup et chaque joueur va prendre 2 ouvriers dans le sac et ces ouvriers représenteront ses ressources de départ, ses ouvriers de départ. Donc il va les garder. Si un joueur parmi ces 2 prend 2 ouvriers de la même couleur, il doit absolument en retourner un et en prendre un d'une autre couleur. Donc une fois que ça c'est fait, ça veut dire que chaque joueur aura 2 ouvriers de 2 couleurs différentes. Et ensuite on peut prendre tous ceux qui restent et les mettre dans notre sac noir. On peut mélanger ça un bon coup. Ensuite, on va venir ici à la zone qu'on appelle la zone des nomades et on va mettre un ouvrier sur chaque case et sur des cases supplémentaires dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes. Donc à 2 joueurs, on va en remplir que 4. À 3 joueurs, on va en remplir 5 et à 4 joueurs, on va tous les remplir. Donc encore une fois, vu que je fais une partie à 3 joueurs, je vais en laisser que 5. On va faire la même chose en haut ici dans la zone qu'on appelle la zone village. Encore une fois, si vous êtes 3, vous allez jusqu'ici, et si vous êtes 4, vous les remplissez tous. Si vous jouez à 3 ou à 4 joueurs, alors on a fini avec ce sac-là pour maintenant. Par contre, si vous jouez à 2 joueurs, alors il va falloir en placer sur la pyramide, sur le premier étage. Je vous montre où.
Donc si vous regardez sur le premier palier ici autour de la pyramide, vous verrez qu'il y a certaines icônes qui ont un petit 2. Donc si vous jouez à 2 joueurs, à ce moment-là, il faut prendre des ouvriers au hasard dans le sac et les ajouter sur ces espaces-là. Donc par exemple ici. Maintenant, vous verrez aussi que sur le deuxième palier, on a aussi ce symbole-ci. Par contre, pour le moment, on ne va pas en rajouter là. Je vous dirai quand dans mon explication du jeu, mais pour le moment, c'est que ceux sur le premier palier. Si vous êtes à 2 joueurs, bien sûr. Ensuite, vous allez choisir au hasard un premier joueur et vous allez prendre ces tuiles de tapis que je vous avais montré juste avant. Et vous allez prendre maintenant ceux qui sont beige, ceux qu'on appelle les tapis de départ. Et en commençant par le premier joueur, lui, il devra choisir un de ces tapis-là et le mettre dans son jeu. Et chacun son tour, les autres joueurs devront prendre un tapis qui reste. Ceux ou celles qui restent, vous allez les mettre dans la boîte. On ne va pas les utiliser pendant la partie. Et la dernière chose qui nous reste à faire pour la mise en place, c'est qu'on va donner 8 cartes dieux comme ceci à tous les joueurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je sais compter, merci. Et chaque joueur devra regarder secrètement sa main. Là, je vous la montre pour vous montrer l'exemple. Donc, on va regarder les 8 cartes qu'on commence avec et on va en garder 3 dans notre main. Et les autres, on va les déjeter, les défausser. Toutes les cartes qu'on défausse, on va prendre les récompenses qui sont en dessous de cette carte-là. Et puis ça va un peu représenter nos ressources de départ. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, jeter celle-ci me donnerait 1 or. Ici, j'aurais 2 maïs et 1 point de victoire. Celle-ci me donnerait une pierre, une patate et 1 point de victoire. Et ces 2 cartes-ci sont assez semblables. Ils me donneraient les deux une pierre et me donneraient l'option de pouvoir créer une petite statue avec ce symbole-ci. Bien sûr, pour le moment, je ne vous ai pas encore expliqué à quoi ça sert ces statues-là et puis comment on fait pour les construire, mais sachez que si on a les ressources nécessaires pour faire l'action qui est sur la carte récompense, alors on peut bien sûr la faire. Par exemple, je peux tout de suite vous dire que pour créer une petite statue, ça prend 3 pierres. Donc je pourrais très bien, vu que dans ma défausse, dans ce que je déchète, je prends 3 pierres, je pourrais dire, ben avec ça, je construis directement ma première petite statue. Donc les 3 pierres, je ne les prendrai pas. Par contre, je pourrais prendre ma petite statue avec ce symbole-ci. Comme je vous ai dit, je vais vous expliquer comment on fait des statues et puis qu'est-ce que ça nous rapporte. Mais pour le moment, je veux juste que vous sachiez que si vous avez la possibilité de faire une action avec les ressources de départ, vous pouvez bien sûr le faire même avant de commencer la partie. Donc les cartes qui sont défaussées, vous les retournez dans la pioche, vous le mélangez comme il faut, et les 3 qui vous restent, ben, ça va être vos cartes que vous allez commencer la partie avec. Si jamais dans le jeu, on vous donne une pièce centrale comme ça, qui est la même qui est sur le plateau, par contre, ça vous permet de changer un peu les positions de départ, mais pour vos premières parties, on vous suggère de juste simplement prendre celle qui est décrite ici. Ensuite, vous pouvez donner à chaque joueur un aide de jeu qui est énorme. Et puis voilà, s'il vous reste des joueurs autour de la table et qui ne sont pas tous rentrés à la maison, ben vous allez être prêts à commencer à jouer à Tawantinsuyu. Donc la première chose qu'on va faire pour commencer la partie, c'est que chaque joueur va placer son prêtre sur un des 5 emplacements autour du dessus de la pyramide ici. Vous pourriez bien sûr avoir 2 prêtres sur la même case, ça n'a aucune importance. Ce qui est très important de comprendre pour Tawantinsuyu, c'est que vous aurez 2 options à votre tour. La première option que vous avez, c'est de prendre un de vos ouvriers et de placer sur un des symboles autour du plateau de jeu. Le deuxième choix que vous avez, c'est de faire 2 actions parmi 4 actions secondaires qu'on appelle. Donc soit 1, on place un ouvrier, ou 2, on fait 2 actions secondaires. Donc, je vais commencer par vous parler de l'option principale qui est de placer un de ces ouvriers sur un des symboles autour du plateau de jeu. Pour placer un ouvrier sur un des symboles autour du plateau, on doit avoir le même symbole dans nos cartes dieux. Donc, par exemple, si je voulais placer cet ouvrier-ci sur ce symbole ici, je devrais avoir le même symbole. Dans ce cas-ci, je l'ai, donc je le placerai ici et je défausserai cette carte-là. Si je désire absolument mettre un ouvrier sur un endroit et que je n'ai pas ce symbole-ci dans mes cartes dieux, à ce moment-là, je peux payer 1 or pour pouvoir le placer là. Lorsque vous jouez une carte dieu, vous allez venir la placer à côté de la pioche des cartes dieux dans ce qu'on appelle l'offre centrale. Donc les joueurs vont ajouter des cartes lorsqu'ils jouent. Sachez que lorsqu'on vous demande de piocher des cartes dieux, vous pouvez prendre une qui est dans l'offre centrale ou prendre une du dessus du sommet de la pioche. Il ne peut y avoir qu'une carte de plus dans l'offre centrale que le nombre de joueurs autour de la table. Donc, encore une fois, j'utilise mon exemple, on est 3 joueurs, à 4 cartes, on est correct. Par contre, si moi je viens placer une 5e carte ici, ce qui va arriver, c'est qu'on va défausser toutes ces cartes-là, on va laisser celle-ci et on va remélanger les cartes dans la pioche
principale. Donc bien sûr, si vous jouez à 2 joueurs, à la 4e carte qu'on va poser, c'est à ce moment-là qu'on défausse. Et si on joue à 4 joueurs, ce sera au moment de poser la 6e carte qu'on va remélanger les cartes dans la pioche principale. Lorsqu'on place un ouvrier sur le plateau de jeu, ça veut dire qu'on peut faire une des 3 actions qui sont autour de cet ouvrier-ci. Donc dans ce cas-ci, je pourrais prendre 3 patates, je pourrais prendre 2 cartes armées et en garder qu'une, ou je pourrais construire des escaliers. Si par exemple, je venais placer mon ouvrier ici et qu'il y a un ouvrier de la même couleur à un espace d'intervalle, ça veut dire comme ça ici, joint par une tâche ou une action, alors dans ce cas-là, je peux faire une tâche supplémentaire. Donc, dans ce cas-ci, je viendrai placer mon ouvrier ici et étant donné qu'il y en a 2, je pourrais faire 2 de ces 3 actions ici qui entourent cet ouvrier que je viens de poser. Je dois, dans la mesure du possible, faire des actions différentes. Je ne pourrais pas décider de prendre 2 fois 3 patates. Donc, je pourrais par exemple prendre 3 patates et construire un escalier. Bien sûr, je vais vous expliquer ce que ça veut dire de construire un escalier, mais je vais juste vous montrer qu'en plaçant cet ouvrier ici, dans ce cas-ci, je ferai 2 actions parmi les 3. En plus de ce principe de plusieurs couleurs d'ouvriers égale plus d'actions, chaque couleur d'ouvrier, donc blanc, jaune, rouge, bleu et vert, a une capacité différente. Donc l'ouvrier rouge qu'on appelle le guerrier, lorsqu'on le pose, on peut prendre un des ouvriers adjacents, peu importe la couleur, et le mettre dans notre jeu. Donc dans ce cas-ci, je pourrais choisir de soit prendre le bleu ou le rouge. Si on place l'ouvrier vert ou l'ouvrier bleu sur une case de cette couleur-là, donc exemple si je place le vert sur la case verte ou le bleu sur la case bleue, je gagne une tâche ou une action supplémentaire. Donc, en plaçant cet ouvrier vert ici, je pourrais faire 2 des 3 tâches ou actions qu'il y a autour de cet ouvrier-là. Même chose pour le bleu. Si je place un ouvrier blanc qui s'appelle un prêtre, je peux automatiquement prendre une carte du dessus de la pioche des cartes Dieu et en plus de ça, je peux décider de payer une patate pour pouvoir faire une action supplémentaire. Il me reste à vous expliquer l'ouvrier jaune qu'on appelle le coursier, mais avant de faire ça, je veux vite vous expliquer un principe qui est très important pour ce jeu afin que vous puissiez comprendre ce que le jaune y fait. Donc, dans Tawantinsuyu, quand on place un ouvrier n'importe où autour du plateau de jeu, on a bien sûr accès à tous les emplacements autour du plateau de jeu. Par contre, ils auront un coût différent. Le coût qu'on devra payer pour placer cet ouvrier à n'importe quel emplacement va être payé soit en patates ou en maïs, donc avec des jetons nourriture. Il y a 2 choses à prendre en compte pour savoir le prix de l'action. La première chose, c'est de savoir c'est à quel palier de la pyramide, donc 1, 2 ou 3. Ensuite, il faut aussi regarder dans quel segment, dans quel cadran se trouve l'action. Donc si vous regardez comme il faut, il y a 5 segments qu'on va diviser, que je vais vous diviser à l'écran, comme ceci, autour du plateau de jeu. Pour que notre action coûte le moins cher possible, idéalement, il faudrait se retrouver à la même place que notre prêtre. Donc, par exemple, si moi je voulais placer un de mes ouvriers dans le même segment de mon prêtre, si je le plaçais sur le premier étage, ce serait gratuit. Donc, je ne serais pas obligé de payer un jeton nourriture. Donc dans ce cas-ci, si moi je suis le joueur orange ici et que je place mon ouvrier ici, étant donné que je suis dans le même segment que mon prêtre et que je suis sur le premier palier, l'action serait gratuite. Si je décide de rester sur le même palier, mais par contre je me mets dans un cadran qui est adjacent à mon prêtre, alors à ce moment-là, je vais payer un jeton nourriture. Si je décide de me mettre dans les 2 emplacements qui sont à l'opposé de mon prêtre, alors à ce moment-là, je peux toujours le faire. Par contre, ça va me coûter 3 jetons de nourriture. Donc si je viens me mettre, exemple ici, mon prêtre est ici, je vais me mettre derrière lui, ça va coûter 3 jetons de nourriture. Donc maintenant, si je descends d'un palier, on va commencer avec face à mon prêtre, encore une fois. Donc je suis face à mon prêtre, je descends de 1 étage, ça va coûter 2 jetons de nourriture. Si je le place ici, par exemple, ça va me coûter 2 jetons de nourriture. Donc, en plus de mon 2 jetons de nourriture, je vais garder les mêmes règles que je vous avais dit avant, c'est-à-dire 1 d'intervalle de mon segment de mon prêtre, plus 1, donc des 2 côtés ici, et plus 3 derrière. Donc, si je descends d'un palier, ça fait plus 2, et si je me retrouve derrière mon prêtre, ça ferait plus 2, plus 3, donc je paierais 5 nourritures pour pouvoir le placer là. Et puis pour finir, placer un ouvrier sur le dernier palier de la pyramide va vous coûter 5 nourritures. Si vous êtes sur le même segment que votre prêtre, alors vous n'aurez pas de
coût supplémentaire à payer. Donc ici, dans les deux segments adjacents, je serais à plus 1, donc 5 plus 1, 6. Et derrière, 5 plus 3, je serais à 8. Donc ça viendrait très cher faire cette action, mais elle est toujours possible. Notez que les escaliers vont aussi réduire le coût qu'on doit payer pour placer un ouvrier dans une zone en dessous de ces escaliers. Donc pour chacune de ces escaliers, on va enlever moins 2 au prix qu'on doit payer. Donc par exemple, de poser un ouvrier ici sans les escaliers, ça me coûte 5 vu que je suis face à mon prêtre. Par contre, vu qu'il y a un escalier, moins 2 et 2 escaliers, moins 4. Notez que pour chaque escalier qu'on va utiliser, celui de la couleur de l'escalier va faire 1 point de victoire. Même si c'est mes propres escaliers. Donc dans ce cas-ci, je ferai 2 points de victoire. Donc c'est pas nécessairement la chose la plus facile à expliquer, ce que je viens de vous expliquer là, mais sachez que sur le petit aide de joueur, il y a tout qui est expliqué avec justement l'exemple du prêtre qui est là. Donc en descendant, ce sera toujours 0 à payer ici. Par contre, pour descendre, il faut toujours payer un coût différent. Donc maintenant, revenons à mon exemple de l'ouvrier jaune. Si je viens placer mon ouvrier et que c'est le premier dans le segment, alors à ce moment-là, je gagnerai une action supplémentaire. En plus de ça, le coût pour le poser va être réduit de 1. Donc si par exemple, je venais le poser en bas ici, ce qu'on vient juste de voir qui est égal plus 2 parce qu'on est au deuxième palier, ben alors à ce moment-là, je paierais 1 de moins, donc ça me coûterait qu'une nourriture le placer ici, vu que je suis face à mon prêtre. Et en plus de ça, je ferais 2 actions parmi les 3 disponibles autour de moi. Parce que c'est le seul ouvrier placé dans ce segment et ce palier-là. Donc, dans ce cas-ci, comme ça. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ce que chaque ouvrier fait, je vais prendre le temps de vous expliquer ce que chaque icône, chaque action, chaque tâche veulent dire autour de la pyramide. Donc, les plus simples sont ceux qui, comme celle-ci, celle-ci et celle-ci, vous donnent simplement des ressources. Donc, par exemple, 3 patates, 2 maïs et 2 pierres. Donc, si vous choisissez, vous mettez un ouvrier ici, par exemple, vous pouvez faire soit les 3 patates ou les 2 maïs ou l'escalier. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait prendre ces ressources-là à la réserve. Si on fait cette action ici, cette tâche ici, ça veut dire qu'on peut prendre 2 cartes armées de la pioche, les regarder et en choisir une des 2. Pour information, les cartes armées ont soit un soldat ou 2 soldats sur la carte. Donc, bien sûr, une carte avec 2 soldats est meilleure qu'une avec qu'un soldat. Je vais vous expliquer lors de la conquête à quoi servent ces soldats. Et puis, sachez que les ressources qui sont écrites en bas de ces cartes-là, ça veut dire qu'à tout moment, je peux défausser une de ces cartes-là pour perdre le soldat, mais par contre, je vais faire la récompense qui est écrite dessous. Ensuite, on a des actions qui ont un petit marteau dessus, comme exemple ici, ici et ici. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir construire soit une statue, soit un bâtiment ou soit des escaliers. Si je décide de venir bâtir une statue, vous pouvez voir ici, selon la légende, je vais devoir payer 3 pierres pour faire 3 points de victoire et pouvoir prendre une petite statue de mon choix. Si je veux, je pourrais décider à la place de prendre une grande statue, ce qui veut dire que je devrais payer 3 pierres, 2 or et par contre je ferais 9 points de victoire. Donc lorsqu'on fait cette action statue, on va prendre soit une petite ou une grande et on va l'ajouter dans notre jeu. Et elle va y rester jusqu'à ce qu'on décide de se débarrasser de cette statue-là. À partir du moment qu'on a une statue, donc par exemple, moi j'ai pris cette statue ici, à chaque fois que je vais jouer une carte Dieu avec le même symbole, donc exemple, disons que je choisis de mettre un de mes ouvriers sur un de ces symboles-ci autour du plateau de jeu, je vais pouvoir prendre les récompenses en plus de ça qui sont écrites sur la carte. Donc, en ayant cette statue-ci, puis je joue cette carte-ci, ça veut dire que je peux placer un ouvrier sur une de ces cases, et en plus de ça, je peux prendre un or et un point de victoire. Si je n'avais pas cette statue, je ne pourrais pas avoir accès à ces récompenses. Donc ça, c'est vrai, peu importe si vous avez la grande ou la petite statue avec ce symbole-ci. Je vous expliquerai dans un instant c'est quoi la différence en fait avec la grande et la petite statue lorsqu'on va parler des actions secondaires. Donc si on choisit de faire la tâche qui est ici, ça va nous permettre de construire un escalier sur un des emplacements escaliers autour de la pyramide. Si vous décidez de bâtir des escaliers, alors vous allez payer 3 pierres et vous allez faire 4 points de victoire, vous allez vous prendre un maïs et 2 patates. Et en plus de ça, vous allez prendre un de vos jetons escaliers et vous allez les placer sur un des emplacements escaliers autour de la pyramide. Lorsque vous venez placer votre escalier sur un emplacement escalier, sachez que vous pouvez la mettre n'importe où autour de la pyramide. C'est pas obligé d'être devant votre prêtre. Par contre, vous devez commencer par la première étape avant de passer à la deuxième. Donc, je ne pourrais pas simplement venir placer mon escalier ici. Je devrais d'abord commencer par la mettre au premier étage et ensuite, à ce moment-là, s'il y a déjà un escalier ici, je pourrais venir mettre un escalier ici au prochain tour. Par exemple, je pourrais en mettre une ici.
Vous n'êtes pas obligé de respecter la couleur. Hein? Si un joueur a déjà mis, exemple, si moi j'ai déjà mis un escalier ici, le joueur violet pourrait venir mettre le sien ici. Il n'est pas obligé de respecter la couleur, bien sûr. Par contre, encore une fois, on ne peut pas mettre un escalier plus bas qu'un qui n'a pas été construit. Lorsqu'on place notre escalier et puis qu'il y en a un qui est au-dessus d'une autre, alors cet escalier-ci va faire 2 points. Donc dans ce cas-ci, si le joueur violet vient mettre un escalier ici, il fera ses 4 points de victoire. Et celui-ci, donc moi dans ce cas-ci, je ferai 2 points bonus. Si on place un escalier et que c'est nous-mêmes, encore une fois, ben alors c'est nous-mêmes qui va se faire le 2 points bonus. Donc ça, c'est ce que ça veut dire. Le petit logo qui est ici, ça veut dire que l'escalier qui est au-dessus du vôtre que vous placez fera 2 points, peu importe si c'est le vôtre ou celui d'un autre joueur. Si on choisit de faire l'action ici avec le bâtiment et le marteau, c'est qu'on va pouvoir construire une tuile bâtiment dans notre jeu. Si vous choisissez de construire un bâtiment, vous allez choisir un des 4 bâtiments, donc soit les 2 ici de production ou les actions continues ici, et vous allez payer le prix de construction qui est écrit ici en haut à droite, et vous pourrez ensuite le mettre dans votre jeu. Sachez qu'avant de prendre votre action de construction de bâtiment, vous pouvez choisir de défausser une de vos cartes dieu et les remettre sous la pioche pour ensuite changer 2 des 4 bâtiments disponibles pour les changer avec des nouveaux avant de faire votre sélection. Remarquez que la différence entre les 2 types de bâtiments, c'est que par exemple, celle avec le petit symbole infini, c'est que pour toute la partie, je vais pouvoir accéder à ce bonus-là, tandis que ceux avec le petit marchand ici, c'est qu'au moment où je peux faire l'action marchand que je vais faire les bonus qui sont sur cette carte-là. Donc celle-ci, c'est lorsqu'on a l'option et celle-ci, c'est en tout temps. Donc par exemple, celle-ci nous donnerait accès à, on peut utiliser des ouvriers bleus comme des verts et les verts comme des bleus. Si on choisit de faire l'action ici avec le 1 production, alors on va pouvoir utiliser une de nos tuiles qu'on a déjà en main avec le petit symbole ici pour produire ce qui est écrit sur la carte. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner cette carte-ci pour qu'elle soit face cachée pour montrer qu'on a déjà bénéficié de ces bonus grâce à cette action-là. Bien sûr, si vous avez plusieurs de ces bâtiments, on peut en utiliser que un. C'est pour ça qu'il y a le petit 1 qui est là. On a aussi ce symbole ici avec le tapis et le marteau. Si on décide de faire cette tâche-là, c'est qu'on va prendre les 3 premiers tapis sur la pioche des tapis, on va les retourner et on va choisir d'en garder 1, 2 ou 3. On peut les garder les 3 si on veut, par contre, il va falloir les payer. Si j'en achète que 1, il va me coûter 1 maïs. Si j'en achète 2, ça va me coûter 3 maïs. Et si je veux les 3 tapis, alors je vais payer 6 maïs. Si moi je décide d'en garder un, donc disons je dis ok je vais prendre celui-ci, alors chacun son tour, mes adversaires vont avoir le choix de pouvoir acheter un de ces tapis-là. Si par exemple c'est moi qui ai fait cette action-ci et je décide d'acheter ce tapis-ci, que un, et puis ces deux-là je les veux pas. Alors chacun son tour, dans l'ordre du tour de jeu, les joueurs vont pouvoir décider d'en acheter un parmi ceux qui restent, ceux que je décide de ne pas garder. Par contre, eux vont devoir les payer, ils peuvent en prendre que un et ça va leur coûter 2 maïs. Donc encore une fois, même exemple, je décide de prendre celui-ci, je paye 1 maïs. Mon adversaire, donc le prochain à ma gauche, décide « Ouais, moi j'en veux pas ». Donc lui, il ne paiera rien. Et le troisième joueur décide « Ben moi je veux celui-ci ». Il va payer 2 maïs et celui qui reste va retourner dans la pioche. Aussitôt qu'on prend une tuile tapis, on est obligé de la placer soit dans notre séquence de tapis actuelle ou d'en commencer une nouvelle. Sachez que les tapis, pour pouvoir les connecter, doivent obligatoirement être de styles différents. Donc je pourrais mettre celui-ci avec celui-ci. Je ne pourrais pas mettre celui-ci avec celui-ci, étant donné que c'est les mêmes dessins sur les tapis. Je pourrais très bien la prendre, celle-ci, mais par contre, elle va être une nouvelle séquence de tapis. Pendant la partie, on a tout intérêt à essayer de connecter des logos de même type afin de pouvoir bénéficier de leur bonus qui va venir pas immédiatement, mais plus tard dans la partie. Je vous expliquerai à quel moment on va prendre ce bonus-ci. Au moment où les bonus de tapis s'activeront, je vais faire 3 points de victoire, je vais prendre 2 pierres et je vais faire 3 patates. Donc d'avoir des symboles identiques, ça peut grandement influencer les bonus qu'on va avoir. Notez aussi qu'à la fin de la partie, on va faire des points de victoire équivalent au nombre de tapis qu'on aura et surtout à la séquence de tapis qu'on aura. Il y a 7 différents types de dessins qu'on peut trouver dans les tapis. Ça veut dire que je pourrais accumuler jusqu'à 7 tapis différents pour la même séquence. Et dans ce cas-ci, si j'ai réussi à faire 7 tapis différents dans la même lignée, ça va me faire 21 points. Vous l'avez ici
Si jamais vous oubliez, quand vous voyez dans la fin de partie, on le voit ici, tapisserie selon leur taille, 0, 1, 3, 6, 10, 15 et 21. Très important pendant la partie de ne pas confondre ces deux symboles. Ici, on voit justement l'action que je viens juste de vous décrire avec les 3 tapis qu'on peut choisir d'en prendre jusqu'à 3. Si vous avez, exemple, une récompense avec simplement un tapis, alors ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, vous devrez regarder sur la pioche du tapis où vous en aurez toujours une face visible, puis soit vous décidez de prendre gratuitement celle qui est sur le dessus de la pile, ou vous décidez de prendre celui qui est dessous sans pouvoir changer d'avis. Donc je vais dire à coup, je vais risquer de prendre celui que je ne connais pas parce que peut-être celui-là je l'ai déjà et tac, je vais prendre celle-ci et la mettre dans mon jeu. Donc ces deux symboles-là ne veulent pas dire la même chose. Si vous placez un ouvrier sur une case adjacente à cette icône-ci, ce que ça veut dire, ça, c'est justement, ça va vous faire produire les bonus que vous avez sur vos tapis, sur votre tapisserie. Donc, par exemple, si je choisis l'action qui est là, ça veut dire que je pourrais me prendre 2 pierres et retourner une de mes cartes bâtiments qui ont été retournées. Donc, dans ce cas-ci, ce bonus-ci, ce que ça veut dire, vous vous souvenez, je vous ai dit que si on décidait de faire produire ce bâtiment qu'on a déjà acquis, alors on va le tourner face cachée. Ce bonus-ci, ce que ça veut dire, c'est que ça nous permet de retourner celle-ci pour que la prochaine fois qu'on fait l'action production ici, on va pouvoir bénéficier de ces 3 patates parce qu'elle est face ouverte. Vous remarquerez que plus vous descendez dans la pyramide, mieux seront les tâches, mieux seront les actions, mais bien sûr, on devra dépenser plus de jetons de nourriture pour pouvoir y accéder. Par exemple, les actions de marchandises et de ressources d'or seront que dans le dernier palier de la pyramide. Donc tout ce que je viens de vous expliquer maintenant avec les symboles et les segments se réfère simplement au fait de faire l'action 1 qui est de placer un ouvrier autour de la pyramide. Maintenant, comme je vous ai dit au début, vous avez le choix de soit faire ça, ce que je viens de vous expliquer, ou de faire 2 actions secondaires. Les actions secondaires sont assez simples en général. Par exemple, vous pouvez choisir de simplement prendre 2 cartes dans la pioche des cartes Dieu, ou vous pouvez aussi choisir de prendre 2 cartes armées, les regarder et en garder qu'une, défausser l'autre. Donc ça, c'est 2 actions secondaires. La 3e action secondaire serait de venir prendre un ouvrier parmi les nomades qui sont ici. Donc moi, je pourrais choisir n'importe quelle couleur. Disons, je me dis, ah, ben j'aimerais bien avoir un ouvrier rouge, un guerrier. Donc je vais prendre ça dans mon jeu. Et bien sûr, au moment où on le prend, on va devoir le remplacer par un autre ouvrier qu'on va prendre dans le sac noir, notre pioche d'ouvrier. Et sachez qu'à tout moment, les joueurs ne peuvent conserver plus de 2 ouvriers. Ça veut dire, exemple, disons que moi je voulais vraiment ce rouge, je vais le prendre. OK, par contre, je vais devoir défausser un de ces 2-ci avant la fin de mon tour. Donc disons, je me dis, ouais, les bleus, ça me sert à rien, je vais l'enlever et je vais le défausser. Comme ça, je finis mon tour avec 2 ouvriers. Donc ça, c'est 3 de vos 4 actions secondaires qui est possible de faire. Je répète, prendre 2 cartes Dieu, prendre une carte armée parmi 2 et défausser l'autre, prendre un ouvrier nomade, et la dernière option que vous avez, qui est la plus compliquée, c'est de déplacer votre prêtre de 1 ou 2 espaces dans le sens horaire sur le dessus de la pyramide. Notez que la case sur laquelle vous arrêtez votre prêtre va représenter l'action secondaire que vous allez faire. Une chose qui est importante de savoir, c'est que peu importe l'action qu'on fait avec notre prêtre autour de la piste ici en haut, c'est que pour le joueur qui est le joueur actif, il aura une version améliorée de cette action. Par contre, tous les joueurs autour de la table peuvent choisir de faire une version moindre de cette action. Donc pour chacune de ces 5 actions, je vais vous expliquer une qui est améliorée pour le joueur actif et une version qui est un peu moins bonne pour les joueurs passifs autour de la table. Mais très important, à tout moment, les joueurs qui sont passifs peuvent faire une version moindre de l'action du prêtre de n'importe quel joueur. Donc, si je décide de faire l'action qui est ici, en tant que le joueur actif, je peux choisir de défausser 1 ou 2 statues, obligatoirement de valeurs différentes. Je ne pourrais pas défausser, par exemple, 2 grandes statues. Je peux défausser soit une grande, soit une petite, ou les 2. Et le fait de défausser ces statues, ça va me permettre de monter sur la piste ici du temple. Donc, si je jette une petite statue et je la défausse, je vais la sortir du jeu, je peux monter d'une case. En montant d'une case, je vais prendre immédiatement les récompenses qui sont à gauche. Les points ici seront comptés plus tard, donc pour le moment, on les ignore. Et si je jette une grande statue, je vais monter de 3 espaces. Si je monte de plusieurs espaces, je vais quand même prendre tous les récompenses. Donc dans ce cas-ci, si je jette les 2 statues comme je viens de vous montrer, alors je prendrai
une patate, une carte dure, deux cartes armées, que je vais en choisir une et défausser l'autre, deux pierres et le choix entre une pierre ou un ouvrier dans l'espace nomade. Pour les joueurs passifs, ça veut dire que ceux à qui ce n'est pas leur tour, ils peuvent aussi décider de jeter des statues, de les défausser. Par contre, ils peuvent seulement en faire qu'une et non deux, et ils peuvent monter que d'une case. Donc ça veut dire que disons que le joueur violet décide de défausser sa grande statue, il pourra seulement monter d'un espace. Donc potentiellement pour lui, ça ne vaut pas nécessairement la peine de faire ça, mais s'il veut jeter une petite statue, c'est peut-être le temps idéal parce que ça représente la même valeur que lorsque c'est lui le joueur actif. Donc je répète rapidement, pour le joueur actif, il peut jeter une grande statue pour 3 cases sur la piste du temple et une petite pour une case sur la piste du temple. Il pourrait bien sûr choisir d'en faire qu'une des deux. Et pour tous les autres joueurs qui sont passifs, ils peuvent défausser soit une grande ou soit une petite statue pour monter que d'une case. Si on s'arrête avec notre prêtre sur le même symbole ici, mais par contre, ce n'est pas des statues, mais du maïs, alors à ce moment-là, le joueur actif peut payer soit 2, soit 4 ou soit 6 maïs pour monter de 1, 2 ou 3 cases respectivement sur la piste du temple. Donc par exemple, c'est moi le joueur actif, je paye 4 maïs, je vais monter de 2 cases. Encore une fois, je vais prendre les ressources qui sont là. Et pour tous les autres joueurs qui sont passifs, ils ont l'option de payer 3 maïs pour monter que d'une seule case. Donc, ils peuvent choisir de payer 3 maïs pour monter d'une case. Ensuite, si je viens sur le symbole ici de production avec mon prêtre, alors je vais prendre tous mes bâtiments avec le même symbole, peu importe qu'ils soient face cachée ou face ouverte, et je vais les faire produire. Ça veut dire que je vais les mettre du côté face cachée pour pouvoir prendre les bénéfices de cette carte. Donc, je viens ici avec mon prêtre, je peux prendre 3 patates. Par contre, celle-ci est face cachée. Le bénéfice d'être le joueur actif, c'est que ça nous donne le choix de retourner une carte qui est face cachée gratuitement avant ou après l'action. Ça veut dire, exemple, dans ce cas-ci, j'aurais meilleur temps de dire, je retourne d'abord celle-ci gratuitement pour pouvoir retourner ces deux-là et faire 3 patates et 2 pierres. Donc ça me donnerait ça. Je pourrais aussi très bien décider de ne pas retourner celle-ci, dire je vais prendre 3 patates, ça me fait retourner celle-ci et je retourne celle-ci gratuitement parce que potentiellement peut-être que je veux tout de suite pouvoir la réutiliser celle-ci pour x, y raison. Donc encore une fois, peu importe le nombre de bâtiments comme ça que vous avez, vous pouvez toutes les retourner pour gagner les bénéfices qui sont dessus et avant ou après votre action, vous pouvez choisir d'en retourner une qui était déjà face cachée ou une fois qu'ils sont tous face cachée, décider d'en retourner une gratuitement. Ça, c'est lorsqu'on est le joueur actif. Et pour les joueurs qui sont passifs, donc pour le violet et le bleu dans ce cas-ci, vu que c'est le orange qui vient de jouer, eux, ils peuvent décider de retourner leur bâtiment pour gagner les bénéfices. Mais par contre, à aucun moment est-ce qu'ils peuvent décider de retourner un bâtiment gratuitement. Ensuite, si je décide de mettre mon prêtre sur l'espace ici qui s'appelle Régénération, ça vous permet justement de retourner des bâtiments qui seraient peut-être cachés parce que vous les avez déjà fait produire. Donc, vous pouvez retourner autant que vous voulez. Par contre, il faut absolument payer, si vous êtes le joueur actif, pour chacun que vous retournez, vous pouvez payer une patate ou un maïs pour chaque carte que vous retournerez. Lorsque vous êtes le joueur actif, vous pouvez aussi retourner une de ces cartes gratuitement. Donc, disons que je suis le joueur actif ici, je peux en retourner une gratuitement parce que c'est moi le joueur actif. Et ensuite, pour la deuxième, je dois payer un maïs ou une patate. Pour les joueurs qui sont passifs, ils peuvent bien sûr retourner aussi eux-mêmes leur bâtiment de production. Par contre, ils n'en auront aucun qui retourneront gratuitement et eux doivent payer avec des maïs impérativement. Ils ne peuvent pas payer avec des patates pour retourner leur bâtiment de production. Sachez que cette action de régénération s'applique aux bâtiments de production, mais pourrait aussi s'appliquer à vos cartes armées qui seraient face cachée. Donc, vous pouvez aussi décider de les retourner face ouverte. Bien sûr, je ne vous ai pas encore expliqué dans quelles circonstances on va utiliser les cartes armées, mais sachez qu'à certains moments, ils seront face cachée. Vous pouvez bien sûr les retourner pour les mêmes prix et les mêmes conditions que ce que je viens de vous montrer avec les cartes bâtiments. On va justement parler maintenant de la conquête, donc la dernière action du prêtre qui est ici, où on va justement utiliser nos cartes armées. Très important de noter que lorsqu'on va enclencher une conquête ici, alors on doit prendre l'ouvrier qui est tout en haut du village et le placer dans la zone du cimetière. Le joueur actif qui enclenche la conquête va devoir regarder dans ses cartes armées
compter le nombre de soldats qu'il a et pour chaque carte, il va devoir payer une patate pour les envoyer en conquête. Sachez que le joueur actif va en avoir une qui peut jouer gratuitement. Donc s'il décide d'envoyer ces 3 cartes-là en conquête, il va devoir payer 2 patates, parce qu'il y en a une gratuite. Les autres joueurs peuvent faire la même chose, c'est-à-dire peuvent choisir combien de cartes ils veulent envoyer en conquête. Par contre, eux devront payer toutes leurs cartes, ils n'en ont aucune qui sont gratuites, et ils pourront faire cette action qu'une fois. Alors que le joueur actif, lui, pourra envoyer en conquête, attendre que les autres joueurs fassent leur conquête, et en faire une deuxième. Une fois qu'on a choisi les cartes qu'on va envoyer en conquête, on va devoir regarder tous ces emplacements. Il y en a 4 comme ceci autour du plateau de jeu. Donc, il y en a une ici, une en haut ici et une ici. Chaque emplacement de conquête aura des récompenses, donc dans les cases en haut, qui sont différentes. Par contre, ils auront tous des conditions de conquête qui sont assez similaires. Vous aurez soit les symboles avec le crâne ou soit les symboles avec la flèche rouge. Pour chaque symbole avec le crâne, ça veut dire que vous devrez défausser un soldat de cette valeur-là. Donc si moi je veux par exemple placer un jeton conquête ici, avec mon armée, ça veut dire prendre cet emplacement ici, je dois jeter un soldat. Si je décide de jeter cette carte-ci, ce serait un peu dommage parce que j'en aurais besoin que d'un soldat, mais bien sûr, je ne peux pas diviser cette carte-là en deux. Donc, l'idéal serait de jeter un de ces deux-là. Je défausse cette carte-là et je peux placer mon jeton là. Si j'avais décidé plutôt de le mettre de ce côté-ci où il y a la flèche rouge, ça veut dire que je ne suis pas obligé de le jeter. Par contre, je vais le retourner. Donc, bien sûr, avec l'action que je viens de vous montrer, la régénération avec la flèche qui permet de retourner des cartes, je pourrais le récupérer plus tard, celui-ci, dans la partie. C'est pour ça qu'en général, c'est plus risqué d'en jeter que d'en retourner, mais par contre, on aura des plus grandes récompenses. Donc, par exemple, si j'ai décidé de faire cette conquête-ci, il faudrait que je retourne une valeur de 7 combattants. Donc là, dans ce cas-ci, j'en ai que 4, donc je pourrais pas, mais si j'en avais 7, je pourrais les retourner pour pouvoir me prendre 2 petites statues. Donc, c'est une très bonne récompense. Par contre, ça va me coûter assez cher, 7 soldats. Donc, une fois que moi j'aurai placé un jeton conquête sur une des emplacements autour du plateau de jeu, les autres joueurs à tour de rôle auront le choix de aussi pouvoir en placer un. Donc, disons, eux, ils en placent un ici. Et quand ça revient à moi, j'ai, en tant que le joueur actif, le choix d'en faire une deuxième conquête. Bien sûr, dans ce cas-ci, je n'ai utilisé qu'un de mes soldats, donc il m'en reste encore 3. Je pourrais décider de faire peut-être que celle-ci parce que je veux garder mon 2. Donc, je vais prendre un deuxième jeton ici et le mettre ici. Sachez que pendant la partie, on va faire des points dépendamment de combien de jetons on place par section de conquête. Donc, dans ce cas-ci, vu que moi j'ai 2 jetons, j'aurai la majorité pour cette conquête-ci et donc je serai le seul à faire les points pour cette section-ci. S'il s'avérait avoir une égalité, ce serait le joueur qui est le plus à droite, étant donné que ça coûte plus cher à faire ces conquêtes-là. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le violet qui aurait la majorité et donc le seul à faire les points pour cette conquête-ci. J'y reviendrai plus tard lorsque je vais parler du pointage entre les manches. N'oubliez pas que cette action de prêtre, cette action secondaire de déplacer votre prêtre et de faire une de ces 5 actions autour du dessus de la pyramide, on ne peut que le bouger le prêtre de 1 ou 2 espaces dans le sens horaire. On ne peut pas le déplacer, exemple, de ici à ici ou de là à là. Il faut bien sûr respecter ça. Sachez qu'à tout moment, vous avez l'option de déplacer votre prêtre, mais par contre de ne pas faire l'action qui est là et de simplement prendre une ressource or. Sachez que la ressource d'or dans ce jeu représente n'importe quelle ressource de votre choix. Donc, c'est vraiment la meilleure ressource, c'est l'or. Si je déplace mon prêtre pour le mettre ici et que je décide de ne pas faire l'action et de seulement récupérer l'or, les autres joueurs qui sont passifs ont quand même le choix de faire cette action-ci en mode passif. Ça veut dire la version moindre de l'action. Ils ont quand même le choix, même si moi je ne fais pas l'action en tant que le joueur actif. Notez que peu importe l'action que vous décidez de faire, c'est-à-dire soit de placer un ouvrier ou de faire 2 actions secondaires, à la fin de votre tour, vous avez le choix de venir chercher un des ouvriers dans le village, soit en payant une patate pour celui qui est en haut ici, ou en payant un maïs pour celui qui est en bas ici. Si éventuellement il resterait qu'un ouvrier, comme dans ce cas-ci, vous pourrez payer soit une patate ou un maïs. Et donc voilà, avec ça, je vous ai expliqué les 2 plus grands principes de ce jeu, c'est-à-dire placer un ouvrier en tant que votre action principale ou de faire 2 actions secondaires qui sont soit prendre 2 cartes dieu, soit prendre 2 cartes
armée en garder qu'une, soit prendre un nomade ou déplacer votre prêtre qui est ici en haut et de faire une des actions sur le dessus de la pyramide. Sachez que tout ce que je viens de vous expliquer est sur votre aide du jeu, ici où il est écrit tour de jeu. Vous voyez ici, soit vous avez A, placer un ouvrier, ou B, faire une de ces 4 actions-là. Donc, assez important de bien regarder cette aide de jeu. Donc, le jeu va se dérouler sous 3 manches et à la fin de chacune de ces manches, il va y avoir un festival. Un festival est déclenché lorsque le dernier ouvrier du village est récupéré par un des joueurs. À ce moment-là, le joueur qui a déclenché le festival prendra cette tuile festival. Elle va lui rapporter des points de victoire selon quel festival c'est. Ensuite, tous les autres joueurs pourront faire un dernier tour. Donc, si, exemple, c'est moi qui prends cette tuile-là parce que j'ai pris le dernier ouvrier, mes 2 adversaires joueront leur tour et lorsque c'est à moi, on va directement compter les points à chaque festival. Donc la première chose qu'on va faire lorsqu'il y a un festival, c'est de enclencher les bonus qu'on a réussi à jumeler sur nos tapis. Donc dans ce cas-ci, je prendrais 2 pierres. Attention, on ne va pas faire les points associés à la longueur de la séquence de notre tapis. Donc ça, c'est vraiment à la fin de la partie. Maintenant, c'est que les bonus décrits sur les cartes. Bien sûr, si mon bonus est de prendre 3 points, je vais les prendre les 3 points. Par contre, je ne ferai pas de points pour la longueur de mon tapis. Ensuite, on va faire les points inscrits à côté de notre marqueur sur la piste du temple et on va aussi faire les récompenses de nouveau, ceux qui sont à gauche. Donc dans ce cas-ci, le violet ferait 2 points et prendrait une patate et une carte dure. Le bleu ferait 3 points de victoire et pourrait faire l'action d'entraînement, ça veut dire prendre 2 cartes et en garder qu'une. Et finalement, le orange ferait 9 points de victoire et prendrait une ressource d'or. Vous remarquerez qu'en haut du temple, on a des points qui sont inscrits au milieu. Ces points-là ne seront jamais comptés au festival, c'est seulement à la fin de la partie. Donc si, par exemple, on était à un festival et que mon marqueur était ici, je ferais 22 points, bien sûr, mais je ne ferai pas les points qui sont écrits ici, donc je ne ferai pas les 2 points-là. Ça, c'est vraiment à la fin de la partie. Ensuite, pour chaque région de conquête, le joueur qui aura la majorité de conquêtes dans cette section-là va faire un nombre de points de victoire égal au nombre d'ouvriers qui sont dans le cimetière. Donc dans ce cas-ci, il y en a 3. Ici, le joueur orange a 2 marqueurs conquête dans cette région-là et les autres joueurs n'en ont qu'un. Donc, c'est que le joueur orange qui fera 3 points pour cette région-ci. Comme je vous l'avais expliqué plus tôt, si jamais il y a égalité dans le nombre de marqueurs conquête, c'est celui qui a le marqueur qui est le plus à droite qui prendra les points. Donc dans cet exemple-ci, le bleu qui a 2 marqueurs est comme le orange qui a 2 marqueurs. Par contre, le bleu est le plus à droite, donc il est le seul qui fera les 3 points. Donc vous allez attribuer ces points de victoire pour les 4 régions de conquête. Ensuite, pour chaque carte dieu qu'un joueur a en main, il devra payer une patate à la réserve. Et puis, s'il n'arrive pas à les payer, il est obligé de perdre 2 points de victoire par carte qu'il n'arrive pas à payer. Attention, on ne pourrait pas dire « Ah, ben alors je vais les jeter, ces cartes-là, comme ça je ne suis pas obligé de perdre des points. » Non, si vous les avez, vous êtes obligé de payer une patate, sinon vous perdez des points. Le joueur qui a justement récupéré cette tuile festival va faire le nombre de points inscrits sur la tuile. Et bien sûr, ça va dépendre de quelle manche on a fait. Donc, si c'est le premier festival, il va faire 1 point, le deuxième 2 et le troisième 4 points. Ensuite, si vous êtes au festival 1 ou 2, alors à ce moment-là, vous allez remplir de nouveau le village de ouvriers que vous allez prendre dans votre sac de pioche noire. Par contre, si c'est le 3e festival, vous pouvez ignorer cette étape parce qu'on va arriver à la fin de la partie, donc on va être au décompte de points de fin de partie. Attention aussi au fait qu'on n'en veut jamais enlever les ouvriers qui sont dans le cimetière. Donc, on ne va pas les enlever entre les manches, ils vont rester là. Donc, les points vont accumuler pour les conquêtes. Ensuite, on va donner des cartes dieu à chaque joueur, dépendamment de leur position sur la piste du score. Le joueur qui est en première place, on va lui donner une carte dieu. Le joueur qui est en dernière place, on va lui en donner 2. Si vous jouez à 3 joueurs, comme c'est le cas pour moi, alors le deuxième va aussi faire 2. Par contre, si vous jouez à 4 joueurs, alors le deuxième fera qu'une et le troisième fera 2 cartes dieu. Encore une fois, vous pouvez ignorer cette étape si vous êtes à votre 3e festival parce qu'on va justement arriver à la fin de partie. Avant de commencer la 2e ou la 3e manche, on va donc prendre les cartes dieu qu'on a, en plus de ceux qu'on vient de recevoir, et on pourra en défausser jusqu'à 3 pour pouvoir prendre les bénéfices comme lors du début de la partie. Donc dans ce cas-ci, je pourrais dire, regarde, je vais jeter ces 3
carte-là pour prendre une ressource d'or, un tapis, ainsi qu'une carte armée. Donc notez bien que c'est défaussé jusqu'à 3. Donc vous n'êtes pas obligé d'en défausser du tout. Par contre, vous pouvez en défausser une, 2 ou 3. Donc une fois que vous avez fait tout ça, on est prêt à commencer une nouvelle manche. Donc vous allez jouer comme d'habitude jusqu'à vider le village de nouveau et on va enclencher un prochain festival et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au 3e festival. Lorsque vous avez donné tous vos bonus pour le 3e festival, on va maintenant arriver au bonus de fin de partie. Donc à la fin de la partie, on va justement faire les points qui sont inscrits au milieu du temple. Donc dans ce cas-ci, le bleu aurait 22 points pour le festival, le dernier festival, et pour la fin de partie, il rajouterait 6 points de victoire à son score. Un joueur qui n'aurait pas atteint aucune des marches avec un point ne ferait aucun point en fin de partie, à part les points de son festival, bien sûr. Donc ensuite, les joueurs feront des points selon la longueur de leur tapis. Donc dans ce cas-ci, exemple, un tapis de 4 me rapporterait 6 points, un tapis de 2 me rapporterait 1 point, et si vous avez qu'un tapis tout seul, ça ne rapporte aucun point. Donc ici, j'aurais 6 plus 1, ça me ferait 7 points. Encore une fois, la valeur des tapis, c'est inscrit sur votre aide de jeu. On va aussi faire 2 points de victoire pour chaque bâtiment qui est face visible à la fin de la partie. Donc dans ce cas-ci, je ferais 2, 4, 6 points. Celle-ci ne me rapporterait aucun point vu qu'elle est face cachée. Pour tous les cartes dieux qui vous restent en main, vous ferez 1 point de victoire additionnel. Vous ferez aussi 1 point de victoire pour chaque carte armée qui est face visible, donc pas ceux qui sont face cachée ou même ceux que vous avez en main. Donc dans ce cas-ci, je ferai 2 points. Tous les joueurs feront aussi 1 point de victoire pour chaque or qui leur reste à la fin de la partie. Les autres ressources ne rapportent aucun point. Et pour tous les ouvriers qui vous restent en main, vous pouvez faire 1 point de victoire pour ceux-ci. Bien sûr, étant donné qu'on ne peut pas en avoir plus que 2, maximum, ça vous rapportera 2 points. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Tawantinsuyu, l'Empire Inca. Si vous avez des questions sur des choses qui n'étaient pas claires dans la vidéo, ce qui est très possible avec toutes les règles, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et puis je vais y répondre aussitôt que je vois votre message. Ah mon Dieu, vous êtes encore là? Ah oui, ma critique. Tawantinsuyu. Alors pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, vous savez que Teotihuacan, c'est un de mes jeux préférés ever. Et puis ça n'a pas été créé par David Turczi, mais c'est lui qui a fait la version solo de Teotihuacan. Et il a aussi travaillé sur Tekkenu avec Daniel Tacchini. Donc évidemment, il a vu tellement de jeux avec des T qui sont difficiles à prononcer qu'il s'est dit, moi je veux mon propre jeu en T qui est difficile à prononcer. Donc il nous vient avec Tawantinsuyu qui partage certaines choses avec les 2 jeux que je viens de mentionner, mais qui est aussi son propre jeu en soi. Je vais d'abord commencer avec les négatifs parce que je vous avoue que le jeu, quand je l'ai reçu, la boîte, les illustrations et tout, c'est pas nécessairement quelque chose qui m'a attiré. La grosse pyramide au milieu avec tous les symboles, la première chose que tu penses, c'est « Oh mon Dieu, ça va être compliqué ». C'est la première chose qui m'est venue à l'idée. Tu vois tous ces symboles différents, ça fait vraiment, puis ils sont tous entassés un sur l'autre. Je vous avoue que ça m'a directement refroidi. Puis en plus de ça, quand j'ai regardé sur Board Game Geek et que j'ai vu que c'était le plus gros jeu dans ma collection en termes de difficulté, je me suis dit, je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais heureusement, je connais très bien Teotihuacan et Tekkenu, donc j'ai pu retrouver certains éléments qui font que c'était plus facile pour moi d'expliquer ce jeu, exemple, à ma conjointe. Quand je vous ai dit au début de la vidéo que c'est un jeu qui avait beaucoup de règles, je veux dire, simplement de regarder l'aide de jeu. Moi, j'ai jamais vu un jeu qui a une aide de jeu qui est aussi grande. Donc ça, c'est sûr qu'en partant, ça peut bien refroidir des gens. C'est un jeu qui est complexe. Complexe pas dans l'exécution, mais par contre complexe dans la finesse des règles. Parce qu'il y a vraiment des choses où à certains moments, c'est clair que tu vas oublier de prendre un point ou que tu vas oublier de prendre une certaine ressource que tu avais le droit. Donc je pense vraiment que c'est un jeu que ça prend 4, 5, 6 parties même avant d'avoir des parties fluides et où tout le monde a maîtrisé l'entièreté des règles. Par contre, une fois que c'est maîtrisé puis qu'on arrive à comprendre ce qu'on fait, ce qui prend beaucoup moins de temps que ce qu'on pourrait croire, après ma deuxième partie, moi je me sentais déjà à l'aise avec mes actions puis je savais que ce que je faisais, ça allait m'aider. À ce moment-là, c'est un jeu qui devient grandiose. Le nombre de possibilités, de stratégies, il n'y a jamais un moment où on se dit « Ah ben là, je suis mal pris, je peux rien faire ». Je peux pas m'empêcher de le comparer avec Tekkenu, qui est aussi un jeu qui est sorti en 2020. Et puis, je vous avoue que à Tekkenu, ça m'arrive beaucoup plus souvent d'être mal pris, de me dire « Ah ben là, je sais pas quoi faire, je voulais faire ci, mais là, vu qu'on n'est pas dans le soleil, puis je peux pas prendre ce dé-là. » Alors que dans Tawantinsuyu, j'ai toujours
un plan B, un plan C, un plan D même, parce qu'on a justement ces 4 actions secondaires et en plus l'action du prêtre qui nous offre encore plus de possibilités. Donc honnêtement, je crois que Tawantinsuyu, c'est un jeu qui va être encore dans ma collection dans 2 ans, 3 ans, et puis que je vais être content de ressortir parce que je pense que j'aurais pas vu toute l'ampleur que ce jeu peut avoir. Malheureusement, j'ai pas encore pu tester Tawantinsuyu à plus que 2 joueurs, donc je sais pas à quel point ça peut peut-être ralentir le jeu de jouer à 3 ou à 4. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, la longueur de la partie, c'est les joueurs qui décident. Parce que si on décide de tous prendre quelqu'un, un ouvrier au village, ça peut grandement diminuer la durée des parties. Et puis au contraire, si on veut faire durer le jeu, ben on peut, si personne va toucher si on fait pas de conquête et si on touche pas les ouvriers du village, ben ça peut être très très long. Donc je peux déjà voir l'intérêt de quelqu'un qui serait en tête de dire, ben écoute, moi il faut que je finisse la partie au plus vite pendant que j'ai encore mon avance pour pas que mes adversaires me rattrapent. Donc ça c'est aussi quelque chose que je trouve assez cool avec Tawantinsuyu. Je maintiens que si on compare Tawantinsuyu avec les 2 autres jeux de Pixie Games, hein, la fameuse trilogie d'été, ben je trouve que visuellement, je sais pas, c'est juste une boîte jaune, j'ai l'impression. Puis en plus, je sais pas, c'est vraiment banal, mais la police d'écriture de Tawantinsuyu me dit rien du tout. Alors que celle de Teotihuacan, par exemple, est vraiment travaillée, puis on voit les structures qui forment les lettres, alors qu'ici, c'est juste, on dirait qu'ils ont mis un filtre brique sur le titre. Donc si je devais vous faire un classement de ces jeux en T de civilisation perdue, encore une fois, j'ai jamais joué à Tzolk'in. Je sais que ça doit me manquer à ma culture, mais j'ai pas encore eu la chance de jouer à Tzolk'in, donc je me base sur les 3 que je viens de vous montrer. Ben alors, je pense que Teotihuacan, ça va être dur de le détrôner pour moi. Donc celui-là, il reste premier pour moi. Par contre, je préférerais jouer à Tawantinsuyu qu'à Tekkenu. Tekkenu, ça m'arrive trop souvent de me casser la tête, à dire « Ouais, mais là, j'arrive pas à faire les actions que je veux. » Donc franchement, Tawantinsuyu, c'est un jeu, je pense, que je vais apprécier de plus en plus je fais des parties. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel est votre classement de ces jeux en T de civilisation perdue, hein? Tzolk'in, Teotihuacan, Tawantinsuyu et puis Tekkenu. Dans quel ordre est-ce que vous les placez, vous? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de jeux de société et que vous aimez ce que je fais. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de